Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode des Phocéens en Amérique. Oui, le nouveau podcast, le nouveau look du podcast 100% consacré à l'Olympique de Marseille. Comme d'habitude, un de vos hôtes, Adi Raphaël. Je suis rejoint par Ludo. Salut Ludo, ça va bien aujourd'hui? Salut Adji, salut tout le monde, en pleine forme. En pleine forme, en pleine forme. Pourtant, on n'est pas supposé être en pleine forme après avoir vu la fameuse défaite de l'Olympique de Marseille face au club slovaque FC DAC. Un match qui a été une défaite de 2-1. Ça se voit que l'OM est encore en rodage. C'est quelque part, c'est pas très inquiétant non plus. Je veux pas que le monde s'inquiète, mais pour toi, est-ce que c'est inquiétant de voir une défaite face à un club aussi modeste, Ludo? Non, pas du tout, pas du tout. Ça reste un match amical. Il n'y avait pas l'équipe type non plus tout de suite. On fait tourner. Le but, c'est de pas se blesser, de prendre du rythme. Non, non, rien d'inquiétant. Et puis, pour répondre à ta question, on est quand même content de retrouver l'OM, même si ça perd, on est content de les voir jouer. Oui, on est content de les voir jouer, c'est sûr. Après, bon, on s'attendait à quelque chose de mieux. Il faut dire que déjà dans les deux premiers matchs, on avait parlé un peu de ça lors du dernier podcast. On a quand même encaissé, donc face à des équipes des troisième division autrichiennes et des cinquième division, quatrième division allemandes, on a quand même encaissé des buts. Donc il y a quelque chose qui est inquiétant ce point de vue de la perméabilité de cette défense. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui t'inquiète ou encore une fois, c'est une question d'automatisme, c'est encore du début de saison? Pas du tout. Il y a des enseignements à tirer sur les joueurs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer cette année, sur les doublures, ceux qui vont faire l'affaire, ceux qui vont pas faire l'affaire. Des recrutements peut-être qui n'étaient pas prévus, mais qui vont être possibles. Et voilà, on est toujours en période de test, je m'inquiète pas. Après, si on repart en détail, sur la première mi-temps, tu avais un milieu de terrain, Chabrol, Gay et Sanson, et on a très bien vu que défensivement, c'était pas ça, et ça nous a énormément mis en difficulté. Dès qu'on a retrouvé Camara et Rongier, c'était plus la même en deuxième mi-temps. Donc, voilà, pour moi, c'est plus des confirmations sur des choses indispensables. Ce qui m'inquiète toujours, c'est est-ce qu'on va avoir la profondeur de banc cette année pour combler certains manques, notamment sur le poste de 6. Moi, De Gay, de ce que je vois, je suis pas convaincu que le 6, ça soit son meilleur poste. Je le vois plus sur un poste de 8 peut-être, et on l'a vu. Sur des matchs où on aura le ballon, où on aura la possession, il pourra dépanner en 6. Mais je pense que sur des équipes qui vont nous donner de l'impact physique, ça risque d'être un peu juste Gay en 6. Ouais, effectivement, il est encore jeune aussi et je pense que aussi il est en train de s'habituer Bien au sûr, bien sûr. collectif aussi, à la tactique de Villas-Boas qui est quand même assez demandante. On en a parlé plusieurs fois ici sur ce podcast-là, que ça marche, oui, mais sauf que c'est demandante. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est demandant et puis il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir respecter les consignes d'André Villas-Boas. Donc peut-être aussi qu'il faut un peu de temps pour le jeune Gay. Mais tu as parlé un peu de ce 11 de départ, bien qu'on le donne. Je pense que c'est important pour nos auditeurs qu'on les mette au courant. Donc, on avait Steven Nanda dans les buts, Alvaro Chaitatsar en défense centrale, à droite Bounassar, à gauche Jordan Amavi. En tant que sentinelle, Pape Gay. Les deux milieux relayeurs, c'était Morgan Sanson et Florian Chabrol. À droite, Valère Germain, à gauche Dimitri Payet et en pointe, Marley Ake, qui était là en pointe. Tu as parlé un peu que tu n'es pas convaincu de Gay au poste de sentinelle, mais tu as pensé quoi du 11 de départ? Est-ce que tu t'attendais à quelque chose d'autre de la part de Villas-Boas? Est-ce que tu avais envie de voir autre chose? Envie de voir autre chose, oui, parce que moi j'aimerais bien voir les jeunes aussi, mais bon, c'est clair que sur ces trois matchs, il a voulu donner 45 minutes à ses 22, on va dire, joueurs prioritaires. Et le reste, après, il y a quand même un gros effectif, donc ça a été compliqué de faire jouer tout le monde. Quand tu fais un changement à la mi-temps, tu vas pas refaire sortir un joueur après au bout de 30 minutes. Donc c'est ce qui est un peu dommage, mais on voit sur qui il compte s'appuyer cette année et sur quel poste. Moi, si après on prend sur la première mi-temps, déjà j'étais impressionné par l'impact physique qu'a eu cette équipe de DAC. Moi, je te l'ai dit, on en parlait. Il y a
le 19 au milieu de terrain défensif que j'ai trouvé monstrueux en termes d'intensité, de récupération de balles, il était de partout. Il y avait un 9 Moreno qui est sympa aussi devant. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des bons joueurs de ballon, qu'ils avaient envie, beaucoup plus envie que l'OM, ça c'est clair. Et la première mi-temps, elle a été très très dure pour l'OM, très très dure, et sur tous les compartiments. Devant, on n'a vu personne. Au milieu de terrain, ils se sont fait avaler complètement. Et défensivement, même nos tauliers, que ce soit Alvaro ou Mandanda, ils étaient dans les choux complets, que ce soit sur le premier but ou même sur le coup franc. Sur le coup franc, il y a quand même une grosse erreur de Mandanda de placement. Et sur le premier but, Alvaro se fait balader et Mandanda qui couvre pas son premier poteau derrière. Enfin bref, c'était vraiment une mi-temps où ils sont passés à côté. Est-ce qu'ils avaient trop tiré physiquement la veille ou je sais pas, mais en tout cas, ils n'y étaient pas du tout dans l'impact physique. Et du coup, techniquement, il n'y a rien eu non plus, quoi. Ouais, effectivement, il y a vraiment rien eu. J'ai été très déçu de la prestation de Steve Mandanda dans les buts. Oui, tu as parlé un peu de cette erreur, mais même après, on a senti que on a comme l'impression que le gardien marseillais est encore en vacances. Je l'ai pas trouvé très impliqué. J'ai pas vu pousser son équipe. Oui, je sais que c'est un match de préparation. Oui, je sais que c'est pas très important. Mais n'empêche, c'est quand même, point de vue de la réputation de l'Olympique de Marseille, c'est quand même assez dommageable de perdre contre une équipe slovaque, avec tous mes respects pour le championnat slovaque. Mais pour moi, j'ai pas trouvé Steve Mandanda en tant que capitaine assez investi avec cette équipe. Je sais pas ce que tu en penses de la prestation de Steve qui a quand même été, selon moi, assez mauvais là. Là où je te rejoins, bon, ça reste un match amical. Oui. Ils ont quand même pas mal joué là. C'est une reprise. Faut pas oublier qu'ils ont peur d'être blessés aussi avec l'arrêt qu'il y a eu. Enfin, c'est des conditions un peu particulières. Mais là où je te rejoins, et moi, c'est vraiment le truc qui me fait tiquer, que j'aime pas trop, c'est que t'as pas senti qu'ils avaient l'envie de gagner, quoi. Et je trouve ça, même sur un match amical, tu dois déjà te mettre en, en mode gagneur. Tu vois, on en avait parlé sur le match d'avant. Ils se sont pris le premier but. Ils n'ont pas apprécié et ils ont eu le caractère pour remarquer de suite et pour aller faire la différence, tu vois. Et dans ce match-là, il n'y a pas eu de réaction. Il y a peut-être que c'est par rapport à l'équipe qu'il y avait sur le terrain. C'est vrai que c'était assez jeune, hein, que ce soit au milieu de terrain ou devant. Ça manquait pas mal d'expérience quand même. Et tu l'as pas senti. Les 3-4, Alvaro, il était au chou. Mandanda, tu l'as dit. Payet, c'est Payet, de toute façon, là, sur les 3 matchs, on sent bien qu'il n'est pas du tout en jambes et qu'il n'y est pas encore. Il manquait cette âme-là, donc personne n'avait envie de se rebeller, ils n'avaient pas envie de se faire mal. Et ça, c'est jamais bon de pas se mettre, de pas se mettre dans ces conditions-là dès le début. Après, je suis indulgent aujourd'hui. Par contre, si ça repasse contre Nîmes ou contre Stuttgart, qui a pas cette envie-là, ouais, je vais commencer à m'inquiéter un petit peu, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est encore pardonnable à ce stade-là de la préparation. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais n'empêche, il y a quand même, et tu l'as dit, moi, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'il n'y a pas eu cette envie derrière. Et je trouve ça inquiétant parce que même tu portes le maillot de l'Olympique de Marseille. Je veux voir cette envie en tout temps. Même que tu es en train de jouer avec une équipe amateur ou une équipe ou le Bayern de Munich, et on va en parler un peu plus tard, cette histoire du Bayern. Et je veux voir un Olympique de Marseille, des joueurs qui se donnent à fond. Après, tu vas gagner, tu vas perdre, c'est pas important, mais on a senti qu'ils en avaient sous la semelle et qu'ils voulaient pas vraiment se donner à fond. Et c'est ça qui m'a un peu dérangé, que je trouve un peu dommageable en date d'aujourd'hui, malgré que j'accepte la défaite, comme je l'ai dit. Et surtout que tu as des joueurs qui ont leur place à gagner, quoi. Que ça soit Germain qui est toujours contesté, qui a pas sa place pour l'année prochaine. Les petits jeunes, Ake et Chabrol, qui ont besoin de se montrer. Papegay qui arrive aussi. Sakai qui est en concurrence avec Sarr. Amavi qui sait qui va avoir quelqu'un aussi. Moi je trouve surtout sur ces joueurs-là, après les cadres, bon, ok, Payet, je me doute qu'il fait attention de ne pas se blesser aussi, etc. Mais au moins sur les remplaçants, on va dire, eux, ils devraient avoir les crocs parce qu'ils savent très bien que s'ils font pas les efforts là et s'ils gagnent pas leur place maintenant, ils la gagneront jamais, quoi.
Ouais, c'est sûr. Après, bon, ça a l'air que Germain a l'air en plein dans les plans de André Villas-Boas. Je le vois pas, au contraire, être mis de côté. Puis je pense qu'il l'a même dit, si je me trompe pas, comme quoi il comptait sur Valère Germain. Donc, je pense pas qu'on a peur de le voir perdre sa place. Après, bon, Germain a fait du Germain. Il a encore manqué Oui. des occasions. C'est jamais. Ouais, c'est jamais parfait avec Valère Germain. Après, bon, est-ce qu'il est pas à son poste aussi? Il joue sur la droite. Est-ce que c'est le genre de joueur que tu vas avoir Ouais. en remplaçant à Florian Thauvin? Non, pour moi, non. Donc, on Pour verra. moi, c'est une énigme. Je comprends pas pourquoi il n'essaye pas Germain en pointe et le petit Ake à droite. C'est une énigme pour moi de pas essayer ça. Après, c'est lui qui les voit tous les jours, c'est pas moi. Exact, exact. Mais passons à la deuxième mi-temps parce que je veux parler un peu de cette compo en deuxième mi-temps qui fait un peu plus de sens, surtout au milieu de terrain. Donc, Mandanda est resté dans les buts. On a eu Sakai à droite, Alvaro, Tchaletatsar en défense centrale toujours. À gauche, on avait Saifeddine Kawi. On va en parler parce que je suis très curieux d'avoir ton avis. Au milieu de terrain, Rongier, Camara, Strootman, qui est quand même pour moi un très bon milieu de terrain. À gauche, Nemanja Radonjic. En pointe, Dario Benedetto. Et à droite, Florian Thauvin. Ton avis là-dessus, même si je sais que la première chose que tu vas me dire, c'est que encore une fois, on n'a pas vu Payet, Thauvin et Benedetto ensemble. Tu commences à me connaître, Adi, effectivement. J'ai très envie de voir ces trois-là ensemble, mais écoute, on va encore attendre un petit peu. Après, si on prend par ligne, donc la deuxième mi-temps, elle était quand même beaucoup plus intéressante, hein. Ouais. Effectivement, on n'est pas revenu au score, mais c'est vraiment pour les stats parce que dans le jeu, on était présent, l'équipe était là, on n'a pas concédé d'occasion en deuxième mi-temps pratiquement. C'était vraiment un autre niveau, même s'il a manqué la finition. Si on prend par ligne, ben, moi devant, je le redis encore, mais Benedetto Thauvin, je le sens très très bien cette année. J'aime beaucoup les mouvements que je vois, les 1-2, les appels en profondeur, le jeu qu'il y a. Il a manqué la finition des deux côtés, hein. Benedetto en a raté deux monstrueuses. Thauvin aussi, mais c'était sur des belles actions. Et j'ai vraiment vraiment hâte de les voir tous les deux avec Payet par la suite. Donc ça, c'est vraiment le point très positif. Milieu de terrain, bah, tu en as un petit peu parlé. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain qu'on peut avoir. Camara en 6, Strootman enfin à son poste et Rongier. Pour moi, quand on a ces trois-là, c'est à ce moment-là que l'équipe est le mieux équilibrée. Avec Sanson, eh ben, tu as un élément qui est un peu plus offensif. On en avait besoin, certes, l'année dernière parce qu'il n'y avait pas Thauvin et qu'on avait besoin de cet apport-là. Mais je pense que cette année, avec Thauvin, Payet et Benedetto devant, tu as besoin d'un milieu beaucoup plus costaud physiquement, un peu plus défensif, avec une très bonne qualité de balle. On l'a vu, moi, Strootman, depuis la reprise, quand il joue en 8 comme ça, les ballons qu'il donne vers l'avant, ce qu'il fait et l'équilibre qu'il apporte à cette équipe, ça me plaît énormément. Et après, si on passe derrière, ben, donc Sakai, je le redis, c'est quand même mieux quand il y a Thauvin devant. Je C'est tout. pense que tout le monde, c'est mieux à ce poste-là quand il y a Thauvin devant. Même Ah non, Bounassar, c'est mieux quand il y a Thauvin devant. ouais, ouais, non, mais Sakai, il n'y a rien à dire quand tu es avec Thauvin. Je trouve Ouais. ça très complémentaire, ça me plaît beaucoup. Mhm. Et la surprise du chef, ben, ça a été Kawi à gauche. Villas-Boas a annoncé qu'il voulait l'installer à ce poste-là. Effectivement, offensivement, il a beaucoup apporté parce qu'il a quand même une meilleure qualité de centre que à ma vie, sur ce qu'on peut voir. C'est pas le même profil, hein, parce que lui, il va pas prendre la profondeur. Par contre, il va avoir une qualité de centre bien meilleure. Il n'a pas la même endurance aussi, hein. Il n'a pas le même coffre physique. Donc, on voit à ma vie, il dévale les kilomètres. Hein. Il est tout le Exactement. temps sur le couloir, très actif sur le couloir, que ce soit en repli défensif et offensivement. C'est quand même très, très gros ce que fait à ma vie. Kawi, ça va être beaucoup moins, comment dire, dynamique, je pense, qu'à ma vie. Oui, et puis ils vont se marcher dessus avec Payet parce que du Ouais. coup, ils ont le même style de jeu. Alors que Amavi est beaucoup plus complémentaire parce qu'il va prendre la profondeur, ce que Payet ne peut pas faire. Après, pour Kawi, ben, moi j'attendrai d'avoir une équipe un peu plus forte pour voir si défensivement il est capable de tenir ce poste à gauche.
Offensivement, ça peut être suffisant pour la L1, mais je préfère quand même avoir le petit Rokia que Kawi à gauche. Mais bon, on verra par la Ouais. suite. Bah écoute, à date, je sais, Villas-Boas l'a dit que Rokia, tant qu'il n'a pas prolongé, bah, il sera pas dans le groupe. Ça a l'air que c'est ça. Et puis on va voir ce qu'il veut faire parce qu'il paraît qu'il a des envies de départ, il veut quitter. Donc voilà, donc je comprends un peu Villas-Boas. Après, j'ai pas du tout détesté la mi-temps de Kawi. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Oui, tu as dit offensivement, mais je pense que Kawi sera pas là si jamais on joue pas contre une équipe. Euh, si jamais on joue contre le Real Madrid, on verra jamais Kawi à gauche, à part si on Oui, n'a pas le choix. Donc, on est mais, d'accord. C'est mais pour ça, tu vois, je ferai un peu comme Gay, on va dire. Pour moi, c'est des joueurs dans le positionnement qu'ils ont qui peuvent être intéressants quand tu as un bloc bas en face, quand tu sais que tu vas avoir 70% de possession et que du coup, ben, les tâches défensives vont être moindres et qu'on va te demander un apport offensif. Dans ces cas-là, ils peuvent être. Je sais pas, je te dis une bêtise, mais si entre deux matchs de Ligue des Champions, tu joues contre une équipe comme Toulouse a joué cette année, par exemple, ben, tu peux mettre Kawi à gauche, il n'y aura pas de souci, quoi. ben, t'auras pas. La seule chose, c'est que moi, je regarde un peu la Ligue 1, puis très sérieusement, je vois pas d'équipe aussi faible que Toulouse l'année passée, mais ça, c'est autre chose. Parce que même ceux qui montent, les équipes qui montent, Lorient et Lens, ben, c'est pas rien. Hein. Non, C'est deux bons clubs qui je montent. parlais Donc, pas de la qualité, je parlais pas de la qualité d'équipe, plutôt du style à ce que tout le monde est derrière, quoi. ouais, non, non, je comprends, je comprends. Mais on va toujours en avoir ce genre d'équipe-là. Le meilleur exemple, d'habitude, ça va être Angers, qui a toujours ce style de jeu d'être souvent derrière, mais qui réussit très très bien. Hein. Donc, bref, on verra de ce point de vue-là. Mais je veux revenir un peu. Je te vois assez dur, je trouve, sur Pape Gay. Je comprends que il t'a pas encore convaincu, mais c'est quand même encore quoi. Il a joué 2 matchs avec l'OM, donc. Moi, j'aimerais un peu lui donner un peu de temps. C'est vrai qu'il n'a pas l'air très solide encore défensivement, qu'il a l'air d'être le genre de joueur qui est plus préoccupé à faire sa bicyclette que à sa roulette, pardon, que défendre et récupérer des ballons. À date, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il va pas montrer un peu sa grinta défensive aussi. Et je veux un peu. C'est vrai que sur les 2 premiers matchs, défensivement, ça m'a pas trop plu. Je suis d'accord avec toi, mais pas de là à dire que c'est un peu comme Kawi. Kawi, on sait que c'est quand même un milieu offensif de Non, formation, donc c'est sûr que défensivement, ça va être plus difficile. Je veux pas non plus mettre Gay dans le même panier non plus. On n'en est pas encore là, là. non, je parlais sur le match et justement, Ouais. c'était pour faire référence au fait que ben, quand tu as le contrôle du ballon, il peut être intéressant dans ce poste-là. Quand ça va être des équipes en face beaucoup plus costauds, où on va demander un gros effort défensif, ben, moi, je suis pas convaincu que c'est son meilleur poste. J'aimerais bien le voir en 8, enfin en 8, ouais, sur un des deux côtés, avec Camara par exemple, ou même en double pivot au milieu. Peut-être ça pourrait être plus intéressant parce que j'ai le sentiment qu'il a cette capacité de projection et que dans ce rôle de 6 il va organiser le jeu, mais c'est peut-être pas là où il serait le meilleur. Je suis complètement d'accord avec toi. J'aimerais beaucoup le voir en double pivot, en fait. Et je trouve qu'un 4-2-3-1 serait magnifique. Il serait magnifique dans un 4-2-3-1 aux côtés de Camara, par exemple, ou aux côtés de Strootman, même. Écoute, même si pour moi, Strootman, c'est plus un 8, mais en double pivot dans un 4-2-3-1, Strootman peut très bien faire le travail à côté de Gay, où ils s'échangeront un peu le rôle de sentinelle. Ce sera une fois lui, une fois l'autre. Ça peut être assez intéressant de ce point de vue-là. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais revenons à ce match-là. J'aimerais que juste que tu me donnes, par exemple, comme ça, juste pour le fun, trois joueurs qui t'ont, pour qui tu as été content de les voir jouer, tu as aimé leur performance contre FC DAC, puis 3 joueurs où tu penses que s'ils auraient pu être de loin meilleurs dans ce match-là, juste comme ça, pour un peu résumer d'une manière un peu rapide l'apport de certains joueurs. Ben, pour moi, sur ce match-là, les trois que je mets en avant, c'est les trois milieux de la deuxième mi-temps. Camara, Strootman et Rongier. Rongier que j'ai enfin trouvé en jambes par rapport aux deux premiers matchs. Je sais pas si du coup c'était parce qu'il était avec ses deux autres milieux, mais je l'ai trouvé beaucoup plus en jambes, beaucoup plus percutant, aller de l'avant par rapport aux autres matchs où je le trouvais un peu emprunté.
Donc moi, je mettrais vraiment en avant ces trois milieux. Et après, ma déception, Mandanda et Alvaro pour la première mi-temps et pour les deux grosses erreurs qu'ils font. Et Chabrol parce qu'il a été. Je suis désolé avec ce jeune, mais il a été inexistant sur la première mi-temps, quoi. Ouais, je suis très très d'accord avec tous tes choix. Par contre, j'ai des choix différents. Pour... Non, mais ça fait du sens ce que tu dis, mais moi, j'aime. Ben, tu as parlé de Mandanda, tu as parlé d'Alvaro, mais moi, le troisième, même Chabrol, je suis prêt à lui laisser encore un peu de chance parce qu'il est jeune, comme tu l'as dit. J'ai été très déçu de Germain. Je trouvais Germain. Quand t'as devant, t'as Ake devant, puis que Ake se montre beaucoup plus que toi, j'ai du mal. T'es supposé être t'es supposé être le vétéran qui est supposé être. Si tu regardes un peu cette première mi-temps, dans les six entre le milieu et l'attaque, t'as Chabrol, t'as Gay, t'as Sanson, t'as Germain, t'as Ake, t'as Payet. Donc, toi, tu t'attends, quand tu regardes rapidement, tu te dis, OK, des valeurs sûres, c'est Sanson, Payet et Germain. Donc, je suis désolé, mais Germain n'a pas paru comme une valeur sûre du tout. Donc, pour moi, j'ai été très, très déçu de Germain. Pour ceux qui m'ont impressionné, je suis complètement d'accord avec toi, avec Strootman. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé les matchs de Rongier et Camara, mais pour moi, il ne serait pas dans les trois. J'ai bien aimé je sens que Thauvin, il est en feu. Il est vraiment en feu. Il veut se montrer. Il veut rattraper la saison qu'il a perdue. Donc, je vais mettre Thauvin juste pour l'effort qu'il a mis. Et puis le troisième, pour moi, juste pour lui donner un peu d'encouragement, c'est Kawi. J'ai bien aimé cette deuxième mi-temps-là. Donc ça, c'est les 3 points positifs pour moi. Je m'attendais tellement à rien à Kawi en tant que joueur. Encore moins en tant que latéral gauche. Donc, pour moi, c'est une satisfaction de voir que, bon, tu sais quoi, même si on ne recrute pas un latéral gauche, ça va être difficile, mais sauf qu'au moins, on ne peut pas se dire, il va falloir bricoler quelque chose qui n'a rien à voir. Kawi semble commencer à faire un peu de sens sur ce poste-là. Après, je pense que c'est une solution de dépannage. Oui, c'est sûr. On a de grandes chances d'avoir quelqu'un qui arrive si on a le départ du petit requin. Ouais, effectivement, si on avait les avocats de Manchester City. Bref, on va pas revenir là-dessus, mais bon. Passons à l'autre segment. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire sur cette défaite 2-1 de l'Olympique de Marseille. Juste, tu parlais de Germain, et comme tu as dit, tu es déçu. Mais moi, maintenant, Germain, ça fait longtemps que je suis plus déçu. C'est devenu une habitude, donc je peux même pas le mettre dans les choses que j'ai moins aimées parce que c'est constant en fait. Donc je note même plus au final. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais n'empêche, pour moi, je recommence chaque saison en me disant, écoute, c'est une nouvelle saison. J'ai appris, et je vais te dire, j'ai appris à faire ça avec l'Olympique de Marseille, et je vais te dire pourquoi. Je vais te donner le meilleur exemple, et je te parle d'André-Pierre Gignac. Gignac, quand il est arrivé à l'OM, les 2 premières saisons, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde pensait qu'on avait surpayé un joueur. On l'avait acheté à 16 ou 17 millions d'euros. Dans ce temps-là, c'était beaucoup. Et les 2 premières saisons, il a été mais vraiment fantomatique. Puis après, il a explosé. Donc pour moi, je ne veux pas comparer Germain à Gignac, mais je parle un peu de la situation en tant que telle. Pour moi, en date d'aujourd'hui, je recommence une nouvelle saison. Il y a d'autres choses qui commencent à être mises en place. Je suis prêt à redonner une chance à Germain jusqu'à ce qu'il s'en aille. Alors, là où je te suis pas dans ton raisonnement, c'est que Gignac, c'est par un changement d'entraîneur qu'il a explosé. Là, tu restes avec le même entraîneur, avec la même façon de jouer, avec le même style de jeu, et je vois pas pourquoi ça changerait. C'est possible si tu as un changement de dispositif, d'entraîneur, de tactique, etc. Là, on repart sur la même chose. Je vois pas pourquoi il y aurait un changement, quoi. Ouais, je comprends, mais après, il y a plusieurs. Là, tu as parlé de Gignac d'un changement d'entraîneur, mais ça peut être aussi en sorte que tu peux aussi penser que peut-être un changement de tactique, peut-être qu'à un moment donné, Villas-Boas va penser à jouer en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, en 4-4-2 diamant, par exemple, et Germain pourrait trouver son compte. Donc, je veux pas. Pour moi, j'efface tout et je recommence. Je vais pas dire à zéro, mais je recommence à un endroit en disant, tu sais quoi, je vais donner le bénéfice du doute à Germain avant qu'il
Mais je suis pas confiant du tout. Je suis pas du tout confiant. Mais j'essaye le plus possible de recommencer à zéro. C'est ma manière de voir les choses. Et je pense que il faudrait qu'on fasse un peu ça. On a vu comment Amavi a remonté la pente. On a vu comment Bounassar a remonté la pente. On a vu à un moment donné comment Morel était considéré comme de la merde. Puis finalement, il était plus que correct avec l'OM à un moment donné. Donc bref, il y a tellement d'exemples du côté dans le contexte marseillais que j'aimerais encore une fois donner cette même chance à quelqu'un comme Valère Germain. Donc, voilà, je sais pas si voilà. Donc on passe au prochain segment, je pense, après cette défaite-là. C'est la nouvelle de la semaine, la grosse nouvelle. Et Pablo Longoria qui rentre en fonction le lundi 3 août. En tant que Head of Football, donc c'est le titre officiel de l'Olympique de Marseille, donc directeur sportif ou bien personne en charge du football, personne en charge des opérations football, choisissez le mot que vous voulez. Ça va être lui qui remplace Zubizarreta, mais c'est un peu un Zubizarreta en forme Super Saiyan, pour ceux qui suivent Dragon Ball. Mais ça a l'air qu'il aura encore plus de responsabilités que Zubizarreta, selon moi, n'est-ce pas? Écoute, oui, mais surtout, moi, je le vois, c'est l'opposé de Zubizarreta, par contre. Ouais. On avait un Zubi qui était un manager à l'ancienne, on va dire, très contact, très terrain, il le disait lui-même, pour l'accord avec Ocampos, il négociait directement avec Monchi, etc. Donc il était un peu, pour moi, je veux dire, un manager à l'ancienne. Là, on passe sur un jeune qui a 33 ans et qui s'occupe, donc qui va s'occuper du centre de formation, qui va s'occuper aussi des féminines, etc. Donc vraiment toute la partie foot, mais surtout c'est quelqu'un qui travaille énormément avec les data, avec les logiciels, et qui est connu pour les bons coups qu'il allait faire dans des championnats moindres. Donc on rassure de suite, quand on dit qu'il sert des data, ça ne veut pas dire qu'il ne regarde pas les matchs et qu'il prend que des stats. Hein. Il regarde énormément de matchs, on envoie des scouts aussi vérifiés, etc. Mais il se sert de ces bases de données pour aller chercher des profils qui correspondent. On va revenir sur sa carrière, mais il a fait d'assez bons coups en allant chercher des jeunes dans des clubs, dans des championnats inférieurs, grâce à ça, grâce à ces logiciels. Et donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'on va passer dans un autre univers, et c'est ce que l'OM communique d'ailleurs, sur la façon de recruter, et on peut s'attendre avec ce que nous, on a souvent parlé aussi, des postes formation sur des bons coups prometteurs qui peuvent venir d'Afrique, d'Europe de l'Est ou d'Amérique du Sud. Je l'espère. D'Amérique du Nord? Un peu d'Amérique du Nord, il faut quand même. Pour moi, c'est un marché qui est tellement pas assez exploité et qu'il y a vraiment de bons coups à faire ici. Mais surtout, on le voit sur les derniers coups, sur les derniers coups. Quand on voit Pulisic, quand on voit les deux Davids, quand on voit ce qu'il y a, effectivement, il y a des très bons coups à faire, quoi. Ouais, effectivement. Et j'aimerais un peu, tu sais, souvent dans ce podcast, pour ceux qui nous écoutent assez souvent sur un Fosséen en Amérique, il y a toujours, on essaie beaucoup d'être à l'extrême et juste pour pouvoir avoir un peu le débat avec Ludo. Ludo, cette fois-ci, Ludo est du bon côté de la médaille. D'habitude, c'est lui qui est plus pessimiste que moi. Moi, je suis un peu plus pessimiste avec cette nomination de Pablo Longoria. Je vais juste expliquer mon point, OK? On voit son dernier, tous les postes qu'il a eu en tant que directeur sportif, il en a eu juste un seul, le poste à Valence. Ailleurs, à la Juventus, il était chef de la cellule de recrutement, même chose à Sassuolo, il était recruteur à Atalanta, il était chef de la cellule de recrutement à Recreativo et il était recruteur à Newcastle. C'est ça qu'il a fait dans sa carrière. Donc, c'est son deuxième emploi en tant que directeur sportif après le poste après être resté un an et demi à peu près à Valence. Ok, voyons un peu ce qu'il a fait depuis qu'il a rejoint Valence, le recrutement qu'il a fait. Je vais vous nommer des joueurs et très sérieusement, peut-être que vous en connaîtrez un ou deux. Il y a personne qui a vraiment été un gros succès
Et il y en a très peu qui ont vraiment fait partie de cette équipe de Valence. Après, bon, c'est encore tôt. Peut-être que c'est des joueurs qui vont apporter dans un an, ou cette année, ou l'année prochaine, ou l'année suivante, parce qu'il a signé beaucoup de jeunes joueurs. Mais si tu parles à Jorge, je vais te donner des joueurs. Donc, Jorge Sáenz, qu'il a acheté de Tenerife. Il a réussi à faire sa place au sein de Valence. Parfait. Donc, ça, c'est un bon coup de sa part. On a Manu Vallejo, qu'il a acheté de Cadiz. C'est blessé. Il est blessé la plupart du temps, donc c'est pas trop ça. On a Salva Ruiz qui l'a ramené de Majorque. Écoute, il a été transféré à La Corogne parce qu'il n'a pas donné satisfaction. Tu as Joaquin Blaquez qui a été acheté en Argentine. Puis finalement, c'était un prêt. Puis finalement, il est retourné parce que c'était même pas satisfaisant. T'as Koba Cohen-Dredi, un Français qui l'a recruté et que finalement, jusqu'à maintenant, il n'a rien prouvé, même s'il a été, et c'est quand même un international U19 français, donc acheté de Lens. Il n'a rien prouvé jusqu'à maintenant, il n'a même pas fait, même sur les petits bouts de match qu'il a fait. Yunus Moussa, qui est supposé être la perle du centre de formation, jusqu'à maintenant, il peut pas jouer parce qu'il a moins de 18 ans, donc on connaît pas on sait pas ce qu'il est capable de faire. Mateusz Legowski, aussi, qui est venu en prêt d'un club polonais, et il a été en rotation dans le club B, donc on sait pas ce qu'il est capable de faire. Ndombazi, un autre joueur aussi qui a eu quelques petites apparitions avec la réserve, on n'a rien vu non plus. Et puis un autre, Luka Velikic, même chose. Et même qu'il n'est même plus, il n'est même pas titulaire avec la réserve. Donc, t'as pas vu une patte de Pablo Longoria et on est en train. Je sais pas. Laisse-moi juste prouver juste une dernière chose. Je regarde tous ces joueurs-là. Puis l'Olympique de Marseille a besoin de plus. Il a besoin aussi. Ça, c'est très bien pour le futur. C'est très bien pour faire des bons coups, pour peut-être trouver des pépites à bas coût pour le long terme. Ce qu'on fait aussi avec la centre de formation. On est en train de former des joueurs. Mais par contre, on a besoin des joueurs confirmés. On est en train de jouer une Ligue des Champions maintenant. J'ai besoin d'avoir un directeur sportif qui est capable d'amener des joueurs qui vont produire maintenant. Parce que maintenant, on a besoin de joueurs qui produisent. Pas pour concurrencer le Paris Saint-Germain maintenant, mais au moins pour pas avoir 0 point en Ligue des Champions. Et moi, j'ai besoin c'est très bien d'avoir quelqu'un comme Longoria pour le futur, mais est-ce qu'il est bon pour maintenant? Et ça, c'est mon débat de mon point de vue. Alors moi, c'est là où je te rejoins pas. Forcément, tu as appuyé que sur les choses négatives. Mais Longoria, c'est aussi quelqu'un qui arrive à se faire prêter des Guedes, des Kondogbia pour renforcer l'équipe. Il est arrivé en même temps que Marcelino et l'équipe de Valence a joué sous Marcelino. C'était vraiment très bon. Il force la main pour le petit Fernand Torres qui était au centre de formation pour le faire passer en pro. Cette année, il a explosé. Il va partir pour 80. Il en est annoncé à Chelsea pour 80 millions, il me semble. Diakabi, même si pour nous ça nous fait rigoler, il a quand même fait une bascule de 35 millions sur la revente, de 25 millions sur la revente. Il a réussi à faire venir des gars comme Gamero, comme Cancelo, etc. Il y a aussi des bons coups. On voit qu'il a un carnet d'adresses. Après, le contexte de Valence, on sait qu'il est compliqué aussi. Il avait d'autres personnes qui étaient conseillers du président, des anciens joueurs, qui lui ont mis un peu les bâtons dans les roues, etc. Par contre, un mec qui passe Newcastle, Juve, Valence, c'est qu'il a quand même un certain talent. Oui, j'en doute pas. Mais est-ce qu'il a du talent à ce poste-là? C'est ça ma question pour toi. Dans le poste, ça dépend. Moi, je pense que ce qui va être important, c'est de voir après Villas-Boas, parce qu'il va partir à la fin de l'année, il ne faut pas se leurrer, qui il va prendre comme entraîneur. Si tu as quelqu'un comme Villas-Boas, qui est un peu un manager à l'anglaise et qui gère pas mal de choses, j'ai pas de souci là-dessus. Par contre, si c'est un entraîneur qui s'occupe juste de son groupe et qui s'intéresse pas au reste du club, comme ça peut exister dans certains clubs ou certains entraîneurs plutôt anciens, on va dire,
ben là, tu auras un problème. Je ne sais pas si tu comprends le rapport de force que je Oui, veux dire. je comprends, mais Si, pour si moi, le DS, si le DS il travaille dans le sens de l'entraîneur sur les profils, sur tout ça, j'ai aucun souci là-dessus. Maintenant, s'il y a une déconnexion entre entraîneur et DS, oui, je pense qu'il va être en difficulté parce qu'il a quand même un sacré caractère et il a eu quelques clashs pour là où il est passé. Moi, je dis juste, exact, attention, mais Valence, club très compliqué, très mal je suis structuré, d'accord, avec beaucoup je suis de soucis d'accord. à l'extérieur. Donc, il faut aussi prendre en compte ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Je sais que Valence, c'est une situation particulière. Je comprends ça très, très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne suis pas en train de dire que ça va pas être un bon directeur sportif. Je suis en train de me poser des questions sur sa capacité à occuper un rôle de directeur sportif dans un club comme l'Olympique de Marseille. On a vu que sa seule expérience avec Valence, quel que soit quel que soit le climat à Valence, a pas été couronné de succès. Je vais pas dire que oui, il a fait quelques belles petites choses. Tu as parlé de Ferran Torres, mais Ferran Torres, c'est pas lui qui l'a formé. Ferran Torres était là, lui, il a réussi à le garder, ce qui est déjà très bien. Mais c'est pas non Non, plus. c'est plus que ça. C'est plus que ça parce il a vraiment forcé pour le faire passer dans le groupe pro alors qu'il y avait des réticences, quoi. C'est Ouais. lui qui a demandé vraiment à ce qu'on lui donne sa chance. Mais Après, forcément, c'est l'entraîneur et le talent qui fait le reste, quoi. est-ce que tu penses vraiment que Longoria va pouvoir dire à Villas-Boas, écoute, fais monter ce jeune, qu'est-ce que tu veux là, moi je suis ton boss, puis ouais, je pense pas que Villas-Boas ça passera pour te dire très franchement. Après, moi ce qui me dérange un peu dans cette nomination là, si jamais tu avais Villas-Boas qui avait signé une prolongation de contrat pour 3 ans, j'aurais très bien compris cette nomination-là. Parce que, comme tu l'as dit, Villas-Boas est habitué à être un peu la manager à l'anglaise, où il est habitué à prendre certaines choses, puis si ça fonctionne bien avec Longoria, et en plus, Villas-Boas a dit, je le connais, j'ai déjà travaillé avec lui il y a quelques années, ça fait longtemps, je pense 2014 ou 2015. Donc, il connaît, c'est bien, il y a des relations déjà. Il a dit comme quoi il aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, c'est très bien de ce point de vue-là. Par contre, Villas-Boas, on ne sait pas ce qu'il fera l'année prochaine. Donc, là, tu te retrouves avec un directeur sportif qui est encore un peu, en toi et moi, c'est un bleu. C'est quelqu'un qui n'a pas énormément d'expérience et qui est jeune aussi. Qui sera le prochain entraîneur? Si jamais tu vas pas signer un directeur de football pour un an, contrairement à un entraîneur où tu peux le signer pour 1 an ou 2 ans. Un directeur de football, un directeur sportif, un head of football, tu l'engages pour un minimum de 4-5 ans, pour un gros cycle. Ce qui n'est pas le cas pour un entraîneur. Donc, pour moi, il y a un peu ce côté-là où je me dis, ouais, je suis pas trop convaincu. Après, comme j'ai dit, je peux me tromper, hein, je connais pas le gars. Je suis pas en train de dire, ouais, ça va être un flop. Je suis pas en train de dire ça. C'est que ce que je vois présentement de la part de Pablo Longoria ne me convainc pas encore. Après, j'espère qu'il va me tromper et je serai le premier, l'homme le plus heureux sur Terre si jamais je me trompe. Par Vraiment contre, l'homme le plus heureux sur Terre. ce qu'il faudra faire attention, c'est que Longoria, c'est malheureux, mais on le recrute maintenant pour l'année prochaine. Parce que aujourd'hui, les profils, ils sont quand même définis. Villas-Boas a une idée de ce qu'il faut, etc. Lui, il arrive au club, il va pas nous péter 10 recrutements Il y a le mercato d'hiver. Il y a aussi sur le les 2 mercato prochains mois. d'hiver. Ouais, mais c'est pas lui qui a choisi l'entraîneur aussi. Donc pour moi, du moment que Villas-Boas reste encore 1 an, c'est lui le maître à bord cette année. Ouais. Longoria, il va préparer l'après Villas-Boas avec l'entraîneur qui va mettre en place. Et ça va nous indiquer aussi le style de jeu qu'il veut donner au club, parce que c'est lui, en tant que directeur du football, qui va devoir faire ça. Et ça nous donnera une idée après, avec le recrutement, de ce qu'il veut faire, sur quoi il veut s'appuyer et sur quoi il veut faire. Mais moi, je suis plutôt confiant parce qu'on a une structure qui est intéressante et surtout, on a un DS, on va dire, moderne, avec un gros réseau et connecté avec ce qui se fait aujourd'hui. Avec les agents, il a l'habitude de travailler avec, ce qui nous a porté beaucoup de préjudices depuis l'arrivée de McCourt, notamment sur les ventes des joueurs, parce qu'on en a vraiment peu, volontaire ou involontairement, ça, j'ai toujours du mal à savoir. Mais je pense qu'il a le profil de ce que l'OM a besoin aujourd'hui en fonction des erreurs qu'il y a eu dans le passé. Ouais, écoute, c'est logique. Je sais pas. C'est sûr que, écoute, c'est sûr qu'il est là pour l'année prochaine. Je comprends. Après,
Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vois sa feuille de route, je suis pas convaincu. En espérant qu'il ait appris un peu à Valence ce qu'il a fait et ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a fait de faux. Et en espérant voir un directeur sportif qui performe cette année et surtout pour l'Olympique de Marseille. Euh, Très sincèrement, très sincèrement, si moi j'étais à la place des décideurs olympiques de Marseille, ce qui va jamais arriver, j'aurais plus pris quelqu'un qui a de l'expérience, euh, et qui a eu du succès. Et non pas quelqu'un qui a été contesté ou quelqu'un qui est bleu ou quelqu'un. Après, bon, j'ai pas vu le nombre de CV qui ont été déposés sur le bureau de Jacques-Henri Hérault. Peut-être qu'il n'y en a pas eu des directeurs sportifs comme ça, mais je serais très, très étonné. Ben, Je serais très étonné qu'un club comme l'OM n'attire pas de bons directeurs sportifs. Je serais très étonné, même si, oui, ok, ça fait 7 ans qu'on n'a pas eu la Ligue des Champions, le contexte est difficile, oui, Marseille c'est un club à part, il y a trop de pression, whatever, tout ce que vous voulez nommer sur l'OM, tout ce qui est négatif sur l'OM, n'empêche, ça reste un club de foot avec une certaine histoire, un club de foot qui est toujours parmi au pire des cas, parmi les top 50 clubs au monde. C'est pas rien, hein. C'est pas rien, c'est pas un petit club, hein. On n'est pas en train de parler du club du quartier, donc voilà, je sais pas, je m'attendais à mieux. Ben, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que, effectivement, Mitchell qui a signé à Monaco, pour moi, c'est un profil intéressant par rapport à ce qu'il a fait à Red Bull. Et que c'est quelque chose qui aurait très bien pu coller à l'OM. Sauf qu'après, aujourd'hui, il faut être réaliste aussi. Les directeurs sportifs, ça commence à être assez sulfureux. Quand tu vois ce qui se passe à Lille, ben moi, je suis désolé, mais un Campos à Marseille, ça marcherait pas. Est-ce Ouais. qu'on accepterait à Marseille que les mecs Non, viennent 7 mois et repartent avec une bascule de 60 millions? non, Non. Donc non. ça, c'est pas possible. Ouais. Et aujourd'hui, les directeurs sportifs, regarde Piqueux qui s'est fait virer à Angers parce qu'il y a eu des conflits d'intérêts avec les commissions qu'il prenait, ce qui se passe à Bordeaux aussi. Aujourd'hui, le poste de directeur sportif, c'est un poste, on va dire, business, commission, où les directeurs sportifs mangent énormément. Je dis pas que ça sera pas forcément le cas avec Longoria, hein, mais c'est pas le genre de directeur sportif qu'il nous faut à l'OM. Et c'est là, moi, où j'avais un côté plutôt rassurant avec Zubizarreta et que j'aimais bien ce profil-là. Après, il a fait beaucoup d'erreurs aussi, il y a beaucoup de choses qui sont mal passées, je vais pas le pleurer. Mais, euh, mais au moins quelqu'un qui est là pour construire une identité de jeu, etc., et qui est pas sur le trading complet. Et j'espère qu'avec Longoria, il n'y a pas que du trading et il y a aussi l'envie de faire progresser des joueurs sur quelques années pour les faire exploser. Et je pense quand même qu'ils ont pris un profil aussi qui est capable d'aider à faire monter les jeunes du centre de formation et à bâtir cette fameuse équipe qu'on nous a vendue, quoi. Ouais, effectivement. Ben, on verra parce qu'en tout cas, moi, j'ai bien plus hâte à voir ce qu'on va faire par rapport aux pépites du centre de formation, qui est pour moi le vrai cheval de bataille de l'Olympique de Marseille maintenant. Ben, c'est très bien d'aller trouver le directeur sportif qui peut-être va nous trouver des pépites à travers le monde, mais genre tous les clubs sur la planète, ils veulent ce directeur sportif-là. Donc, au moins essayer de développer nous-mêmes nos propres talents. Je pense que ça doit être de nos jours la priorité absolue de la part de l'Olympique de Marseille. Donc bref, on va en parler un peu plus tard en parlant un peu du groupe du Bayern. Donc voilà, mitigé pour Pablo Longoria. Je vais pas dire que je suis à 100% sûr que c'est un flop. Je vais pas dire que je suis à 100% sûr que ça va être une réussite. Je vais dire que je suis à peu près à un bon, je sais pas, si jamais il y a une barre que tu peux mettre avec au milieu étant 0, étant le neutre total, moins 100, celui qui est super négatif, et plus 100, celui qui est super positif, ben, je me mets à moins 10. Toi, je suis comme tendance à penser que tu te mets à plus 10. Oui, oui, moi je suis assez optimiste et je suis optimiste sur la structure globale de ce que je vois, de ce que je vois actuellement. Pas forcément sur les personnes, mais sur des gens qui ont quand même, oui, il est jeune, Longoria, mais il a quand même prouvé sur certains clubs, il a quand même un gros CV derrière, un gros réseau. On a trouvé aussi notre head of business. Donc moi je trouve que l'OM se structure, il y a Nasser Largué au centre de formation. On a quand même des gens compétents dans leurs fonctions, reconnus dans leurs fonctions.
Donc, je suis pas inquiet. Et puis, on a quand même encore cette année Villas-Boas qui tiendra la baraque sur le terrain de l'équipe première. Donc, pour le moment, moi, j'ai pas d'inquiétude. J'ai envie d'être positif. Et je le sens plutôt bien, tout ça. Ouais, en tout cas, c'est intéressant. En tout cas, Longoria a bien étudié son sujet parce que dans ses premières entrevues, il dit le foot est inconcevable sans passion. Mes derniers choix ont été fondés sur la passion et l'histoire des clubs où j'ai travaillé. Donc déjà, il flatte les supporters, ce qui est la chose à faire quand tu viens signer à l'Olympique de Marseille. Et puis là, il dit encore plus, je suis fier d'avoir cette grande opportunité de pouvoir mettre mes compétences au service d'un des clubs les plus historiques en Europe et en France. Et je souhaite apporter le plus possible et j'ai hâte de vivre la passion des supporters du stade et de la ville. Bref, il a appris comment flatter les supporters de l'OM et je pense que c'est ce qu'il faut faire pour déjà se donner un peu d'air une fois que tu signes dans un club aussi médiatisé et aussi suivi que l'Olympique de Marseille. Donc, écoute, je suis prêt à lui donner une chance. Je dis pas que je suis pour moi, c'est fini, c'est la fin du monde. Je suis prêt à lui donner une chance. J'ai hâte de voir ses premières décisions. Parce que même si jamais tu as dit qu'il y a des profils déjà en place, je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, lui, il est capable de mettre son droit de veto. Donc, il peut très bien refuser ou ne pas vouloir certaines recrues potentielles, comme il peut très bien imposer certaines recrues potentielles. Donc, on ne pourra pas dire que tout ce qui se passe cette année, ce mercato-là et le mercato d'hiver, il n'en sera vraiment pas à 0% responsable. Il aura peut-être 10-15% de responsabilité, mais il aura quand même une responsabilité et j'ai hâte de voir si jamais il va pouvoir avoir une bonne première saison au sein de l'Olympique de Marseille. On verra de ce point de vue-là. Passons au dernier sujet que je voulais aborder avec toi, Ludo, parce que je pense que c'est très important. C'est ce match de demain. Aujourd'hui, on est le jeudi, le 30 juillet. Le match de demain, vendredi, face au Bayern de Munich. On en avait parlé un peu la dernière fois. Toi, tu as dit que tu n'étais pas très convaincu. Écoute, André Villas-Boas n'est pas convaincu du tout. Et il a dit, très simplement, c'est un match purement commercial. Il n'est pas dans mon calendrier pour la préparation. C'est une opposition du plus haut niveau possible. En d'autres termes, j'ai été imposé ce match-là. Je le veux pas. C'est de la merde. Par contre, écoute, je fais ce que j'ai à faire. Pas très rassurant, non? Ça remplit les caisses. Hein. C'est clairement un match pour remplir les caisses. Mais il en faut, non? Il en faut. Oui, il en faut. Mais moi, je pense que la grosse peur, c'est ce que j'ai dit déjà la dernière fois, c'est de jouer contre un Bayern qui est prêt physiquement pour aller jouer la Ligue des Champions. Et nous, des joueurs qui, ils ont une préparation sur 8 semaines, qui est calquée sur 8 semaines. Et je pense qu'il y a une très grosse peur de blessure sur ce match-là, quoi. Parce qu'on sait qu'en face, il va y avoir de l'impact, ça va jouer, et je pense que c'est ça sa plus grosse préoccupation. Après, moi, si c'était vraiment le cas, qu'ils mettent une équipe B, qu'ils fassent jouer les jeunes et qu'il en profite pour faire tourner. Mais il n'a pas choisi ça, mais c'est ça que je comprends pas. Je suis d'accord avec toi. Donc, quand je vois après, je sais pas ce qui a été négocié. Hein. Peut-être que le Bayern aussi, ils ont négocié dans le contrat d'avoir une équipe de l'OM compétitive en face. Mais effectivement, quand on voit les joueurs retenus pour le groupe, donc si je les donne, si tu veux, c'est Mandanda et Simon dans les cages. En défense, Alvaro, Keita Tsar, Perrin, Amavi, Sakai, Sarr, le petit Abdallah et Balerdi. Au milieu, Camara, Strootman, Sanson, Rongier, Gay, Lopez, Kawi, Chabrol. Et devant, Payet, Radonjic, Thauvin, Benedetto, Germain Ake. Pour moi, à quelque chose près, c'est l'effectif type qu'on va avoir toute l'année, que s'il n'y a pas de départ ou d'arrivée, qu'on devrait avoir toute l'année. Donc, il va pas profiter de ça pour faire tourner l'effectif. Et c'est fort possible qu'ils nous mettent un 11 titulaire. C'est ce qui m'étonne après ces déclarations. Mais c'est ça. Je pense que cette déclaration-là, elle aide personne. Et je veux avoir ton avis là-dessus parce que ça aide personne. Ça fait en sorte de dire à ton groupe, je m'en fous du match. Donc, les joueurs, ils s'en foutent du match. Deux, ça montre encore une fois qu'il est en opposition face à l'Olympique de Marseille alors qu'on pense qu'on a trouvé une certaine entente avec les dirigeants. Il est encore en train de prouver qu'il est en opposition. Ça fait bouillir les supporters.
Pour moi, c'est si jamais, si jamais moi j'étais son agent ou la personne qui s'occupe de sa communication, pour moi c'est un gros fail. C'est mauvais. C'est mauvais la communication d'André Villas-Boas. Il fallait jamais qu'il dise ça. Il se ferme la gueule et il travaille. En tout cas, c'est mon avis. Je sais pas ce que tu en penses. Non, là, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus quand même. Il n'est pas obligé de la faire, cette sortie-là. Il peut dire, ben voilà, ça rentre dans le cadre de la préparation. Après, ça reste un match de préparation anodin, on va dire. Il aurait très bien pu dire ça, plutôt que de montrer qu'il n'a pas envie de se jouer ce match. Et moi, c'est ce qui m'inquiète, hein, c'est ce que je dis depuis le début. Quand tu pars déjà avec cette idée-là, et que tu montres clairement que tu as peur des blessures, que tu as peur de tout ça, en général, c'est quand même dans ces moments-là que ça pète, quoi. Et tu sais, quand tu n'es pas préparé, quand tu t'attends à ce que ça se passe mal, en général, ça se passe mal. C'est ce qui me fait un peu peur. Et demain, je vais croiser les doigts tout le match pour que surtout on n'ait pas de blessés à la fin du match, quoi. Ouais, exactement. Je pense que tous, c'est ce qu'on veut. Écoute, j'espère juste, qu'on n'ait pas de blessés, puis 2, qu'on se foute pas à la honte. J'ai pas envie de perdre par 3, 4 ou 5 buts. Donc, ça, c'est la seule chose. Après, si on perd par 2 buts, ça me va. Donc, Après, on verra. Faut pas être trop sévère non plus, hein. Comme Non, je c'est sûr. dis et je le redis, le Bayern, dans une semaine, joue la Ligue des Champions. Ouais. Nous, on a encore 4 semaines de préparation. Donc, Ouais. forcément, physiquement, on ne sera pas au même niveau. Il y a déjà une différence énorme entre les deux équipes en temps normal. Parce que le Bayern, aujourd'hui, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Et c'est un favori pour la Ligue des Champions. Donc, même en temps normal, avec les équipes à 100%, il y a quand même, ça fait mal à dire, mais il y a quand même une classe d'écart. Alors, si en plus tu rajoutes le fait que nous, on a encore 4 semaines de préparation et que l'objectif, c'est clair, c'est le match contre Saint-Etienne pour la reprise du championnat, oui, même si je prends 5-0, ça fait mal, mais ça reste un match de préparation. Et au vu des déclarations, on se contentera de voir quelques belles choses et surtout de ne pas avoir blessé, quoi. Exact. Et il y a quelque chose que Villas-Boas a dit qui sont quand même assez intéressantes. Il a parlé de Florent Chabrol. Il a dit qu'il attend à ce qu'il re-signe un prochain contrat parce qu'il est sous contrat jusqu'à la fin de 2021. Il a dit, j'espère vraiment qu'il va signer un nouveau contrat parce que c'est important pour moi. C'est important pour moi. Je compte sur ce joueur-là. Intéressant de voir que Villas-Boas veut prolonger un joueur comme Florian Chabrol, à qui il a presque pas donné sa chance l'année passée. Enfin, il a jamais donné sa chance l'année passée. J'aime bien ça. J'aime bien le fait que il se projette sur l'avenir de ce petit jeune et sur l'avenir de l'Olympique de Marseille en voulant et en demandant à ce que Chabrol signe un contrat au-delà de 2021. T'as pensé quoi de ça? Moi, dans l'idée, je trouve ça très bien. Toute la communication qui est faite autour des jeunes, je trouve ça très bien. Mais au final, l'année dernière, on les a pas vus, ces jeunes-là, quoi. À part Perrin, mais ça a été un peu forcé, on va dire. Il s'en est très bien sorti. On a vu un peu Marley Hacké. Mais au final, déjà l'année dernière, on nous disait l'effectif est court, il n'y a pas grand monde. On avait beaucoup de jeunes sur le banc. Et puis, on les voyait pas quand même, quoi. Si on parle de Chabrol, on l'a dit sur le podcast précédent, il a été très bon quand il a joué à droite. L'année dernière, tu n'avais pas Thauvin, on a trouvé personne à droite qui s'est installé. Il n'a pas été essayé. Donc, moi, je me mets à la place de Florent Chabrol aussi. Je me pose la question. Je me pose la question en disant, est-ce que ça vaut le coup que je signe si derrière, je ne vais pas jouer cette année et si l'entraîneur ne me fait pas confiance, parce que l'année dernière, il n'y avait pas de problème de contrat, il aurait très bien pu le faire jouer. Et ça n'a pas été le cas. Donc c'est ce qui me gêne un peu, parce qu'il y a le discours où on pousse les jeunes, où on les fait jouer. Et là, c'est pareil, hein, quand on voit la préparation. Donc entre l'année dernière et cette année, il y a pratiquement 11 jeunes qui ont signé. On les a pratiquement pas vus, à part Hacké et Chabrol. Donc je pense quand même qu'ils comptent les mettre dans la rotation cette année. Mais le reste, je suis pas sûr qu'on les verra. Ouais, et c'est décevant, hein, et surtout quand tu vois ce groupe choisi pour le match contre le Bayern de Munich, et tu l'as parlé, tu as donné le groupe au complet. Tu vois les petits jeunes, les seuls jeunes qu'il y a, tu as Abdallah, tu as Lucas Perrin, qui, même si, combien on peut le considérer encore comme un petit jeune après ce qu'il a fait l'année passée, Florent Chabrol et Marley Hacké.
Et puis, dans les buts, Simon, comme troisième gardien, c'est peu. C'est très, très peu. Je sais pas. Oui, comme je l'ai dit, il faut penser qu'entre fin de l'année dernière et cette année, ils ont fait signer 11 jeunes en professionnel. Ouais. Et ben, ces 11 jeunes-là, ils vont jouer la Youth League et ils vont être en équipe réserve cette année parce que de ce que je vois pas comment ils pourraient sortir du bois au courant de l'année. On peut avoir une belle surprise, mais j'en suis pas convaincu. Bref, en tout cas, on verra pour le futur. En tout cas, on va toujours suivre ça de très très près. En premier, on suivra demain le match de l'OM face au Bayern de Munich. Pour ceux qui sont de ce côté de l'Atlantique, donc en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, c'est à 10h le matin, heure de Montréal, donc heure de l'Est. Pour ceux qui sont en France, ce sera à 16h, heure française. Un match à suivre juste pour voir exactement où en est l'Olympique de Marseille et voir les tactiques de André Villas-Boas. C'est sûr, par contre, ceux qui s'attendent à une victoire, ouais, c'est ça, arrêtez de prier parce que ça n'arrivera pas. Donc voilà. Un dernier mot, Ludo? Non, non, je te rejoins. On a quand même envie de voir ce match, mais dans les deux cas, que ça se passe bien ou mal, il faudra pas en tirer des conclusions non plus. On reste toujours sur des matchs de préparation. Ça sera beaucoup plus intéressant, je sais pas si tu l'as dit, mais les 3 derniers matchs de prépa qui sont programmés pour l'OM, contre Nîmes, Stuttgart, et il m'en manque un. Nice, non? Nice sur le mois d'août. Et je pense que là, on va commencer à voir l'équipe type jouer 90 minutes. Et je pense que ça sera intéressant. Ça va commencer à être intéressant à ce moment-là, car ils seront un peu plus en jambes. Pour l'instant, on profite juste de voir des matchs de foot. Exact. Je vais juste répéter parce que c'est pas Nice. C'est le 5 août, on aura Montpellier, donc mercredi prochain. Après, on a le dimanche 9 août Nîmes et le 14 août Stuttgart. Et je pense que ces 3 matchs-là vont être extrêmement importants dans la préparation. Je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, le Bayern aussi, je pense que c'est important aussi de pas se faire manger trop. Non, on verra. On verra de ce point de vue-là. Merci encore, Ludo, d'être là. Merci à tous de nous écouter de semaine en semaine. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Faucillons en Amérique. Allez l'OM!